Hello, c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champions du Digital, le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, Web3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel ou bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une start-up. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport, vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. Bonne écoute! Avant de commencer, sachez que cet épisode a été enregistré en mars 2023, avant l'annonce de la vente de l'OL Reign et du départ de Jean-Michel Aulas de l'Olympique Lyonnais. Bonne écoute. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté d'échanger avec moi sur le développement du football féminin et l'implication notamment de l'OL et de l'OL Reign dans le football féminin. Bonjour Vanessa, ravie d'être là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de tes missions au sein du groupe OL ? Oui, volontiers. Donc, je suis Sophie Sauvage. Je travaille sur le projet OL Reign depuis son démarrage. Fin 2018, début 2019, Jean-Michel Aulas, qui a toujours été visionnaire dans le foot féminin, s'est dit je voudrais rajouter une pièce à l'édifice que je suis en train de bâtir et développer la marque aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays du foot féminin. L'OL, c'est le club de foot féminin par excellence. Donc, en rapprochant les deux, on a élaboré une stratégie qui visait à détenir un club dans la National Women's Soccer League, donc la NWSL, la ligue professionnelle américaine, qui existe, dont la première saison était en 2013. Et donc, on a démarré à ce moment-là le projet. Et ma mission a consisté dans un premier temps à comprendre le fonctionnement de la ligue, à identifier tous les acteurs, comprendre le potentiel, voir si c'était une ligue solide, puisque c'était la 3e itération de ligue professionnelle aux États-Unis. Donc, ça tenait depuis bien plus longtemps que les autres ligues, mais enfin, il fallait quand même faire un peu de due diligence pour comprendre qui étaient les propriétaires, quelles étaient leurs intentions. Voilà, donc on a eu un booster avec la Coupe du Monde puisque les demi-finales et la finale étaient à Lyon. Et du coup, ça nous a donné l'occasion de rencontrer des propriétaires de franchises américaines, puisque évidemment, avec cet événement mondial et les États-Unis, l'équipe des États-Unis présente à Lyon pour les demi-finales, la finale et puis la victoire, les propriétaires américains étaient là. Donc on a pu avoir des discussions directes avec certains pour affiner notre compréhension. Et ensuite, il y avait 2 voies possibles. C'était soit créer une nouvelle équipe, ce qu'on appelle une expansion, soit racheter une équipe. Et puis finalement, à travers ces discussions initiales, on a compris qu'il y avait des opportunités de rachat. Et puis on s'est très bien entendu avec Bill Predmore, le fondateur de l'équipe de Seattle. On a trouvé des vraies convergences de vision entre ce que lui voulait faire avec son équipe et ce que nous voulions faire dans le foot féminin. On a vu aussi des parallèles entre Lyon et Seattle. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais un peu des villes, pas la capitale du pays, mais une ville économique importante, avec un esprit entrepreneur. Seattle, c'est quand même la ville entre autres de Microsoft et d'Amazon. Donc vraiment un esprit entrepreneur, un esprit très progressiste aussi. Et donc on a avancé dans les discussions avec Bill Predmore et on a fini par se mettre d'accord et donc signer l'acquisition le 19 décembre 2019, date dont je me souviens très bien parce que nous sommes allés signer à Seattle avec Tony Parker et Megan Rapinoe qui était présente aussi pour la conférence de presse et on a pu découvrir avec joie la pluie à Seattle puisqu'on a passé à peu près 2 jours sur place et il a plu pendant 48 heures. Voilà,
c'est OL Reign et c'est pas que pour Reign. Super intéressant. Et tu vois, tu parlais de la présence des Américains lors des demi-finales et finales de la Coupe du Monde féminine à Lyon. Alors moi, j'avais eu la chance de couvrir la compétition en faisant des choses avec la FIFA, mais aussi avec plusieurs partenaires de l'équipe de France, de la compétition. Et c'est vrai que ça m'avait énormément marqué cette présence très très forte des Américains et qui étaient venus en groupe. C'était pas 2-3 personnes, c'était des familles entières, des groupes de 10 personnes, et j'ai vu des dizaines de milliers de supporters à Lyon, et ça m'a vraiment marqué, quoi. C'était très marquant et je peux même te dire que c'est ce qui a convaincu un certain nombre de nouveaux propriétaires Oui, justement de créer de nouvelles équipes. C'est d'accord. particulièrement sensible pour Angel City, c'est aussi sensible pour Kansas City. Et donc ce sont des gens qui sont venus, qui ont vécu les émotions, les ambitions de leur équipe nationale et qui se sont dit mais ça doit pas être que tous les 4 ans, ça doit être tout le temps. Et du coup, il y a des projets qui sont nés à partir de cette Coupe du Monde 2019, qui a quand même été un énorme succès. Alors à ça, c'est rajouté le stade entier criant Equal Pay. Et enfin, je pense que tu te souviens de ça. Hein. J'étais en bord de terrain, j'avais eu la chance avec Ouais. un des partenaires d'être en bord de terrain les 10 dernières minutes de la finale et du côté des cages, du côté où il y avait tous les Américains, et je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. Et c'est vrai qu'aussi ce qui est très intéressant que j'ai remarqué, puisque j'ai pas eu la chance d'aller encore aux États-Unis, mais c'est le profil des fans. Alors je disais, ils sont venus par groupe, mais en plus ils étaient très comment dire, on pouvait pas se dire qu'ils étaient pas des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les maillots avec le flocage. Et on voit qu'il y a une vraie identification des fans aux équipes et aux joueuses, et ça, c'est très intéressant. Ouais, il y a un lien très fort. Il y a un lien très fort entre les fans et les joueuses. En plus, bon, évidemment, certaines ont des plateformes assez incroyables. Hein. Oui, Je pense à Megan Rapinoe qui joue chez nous, Alex Morgan, mais beaucoup d'autres dans l'équipe américaine. Et elles savent parfaitement, elles, elles- elles savent parfaitement utiliser leur plateforme pour passer leur message et puis elles savent mener des combats aussi. Et donc les fans sont très sensibles à ça. et tu parlais de l'aspect entrepreneurial qui est hyper intéressant. Justement, lorsque j'étais présente à Lyon, j'avais eu la chance d'assister à des conférences qui étaient organisées par des Américains à Lyon, des conférences sur le business du football féminin. Et c'était hyper intéressant de voir leur vision, parce que c'est quelque chose que j'avais du mal un peu à retrouver en France quand j'ai échangé à propos, tu sais, du marketing du football féminin. Là, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient dans les clubs ou qui étaient investies dans le business du sport féminin, et de voir un petit peu cette vision. Bon, évidemment, on la voit avec Jean-Michel Aulas, qui a été visionnaire sur le sujet, mais c'est vrai de voir leur vision sur l'aspect investissement. En fait, c'est avant tout un Exactement. investissement. C'est exactement le terme. C'est de l'investissement. Il y a aussi un aspect du modèle économique qui est favorable à l'investissement. Oui. C'est ce modèle de ligue fermée, Mhm. puisque les franchises se valorisent au fur et à mesure du développement de la ligue. Et donc, les propriétaires de franchises retrouvent leur investissement dans la valeur des franchises. On voit bien les valeurs des équipes de MLS sont très élevées par Ouais. rapport aux revenus que génèrent ces clubs, et c'est aussi lié au modèle de ligue fermée. En gros, on a un spot dans la ligue, et ça vaut quelque chose parce que la ligue est fermée, elle va pas se développer à l'infini, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de relégation. Ouais. Donc voilà, donc ça crée de la valeur et donc ça favorise l'investissement aussi. Alors c'est des modèles complètement différents. Hein. Je pense que il faut respecter le modèle US pour ce qu'il est. Il faut respecter le modèle européen. C'est difficile Euh, de comparer, mais et c'est intéressant de voir c'est les très deux di- modèles. mais c'est un vecteur, ça favorise l'investissement très clairement. Tu parlais justement de Megan Rapinoe, d'Alex Morgan. J'ai trouvé une étude de Sport Pro, les 100 athlètes les plus marketable, enfin en gros Mm, bankable mm, dans le sport et dans le football. Et en fait, sur le top 10, on retrouve en deuxième Serena Williams, juste derrière Cristiano Ronaldo, Naomi mhm. Osaka, Alex Morgan et Sam Kerr, donc deux footballeuses parmi les 10. Tu parlais justement du fait qu'il y ait Megan Rapinoe dans votre équipe. En quoi tu trouves que justement d'avoir des athlètes comme ça qui sont très reconnus, qui ont des plateformes,
ça a peut-être changé des choses dans l'approche avec les marques ou les partenaires, et en quoi, par exemple, l'Olympique Lyonnais en France peut s'inspirer du modèle de l'OL Reign aux États-Unis pour peut-être faire évoluer les partenariats ou... C'est une question intéressante. Je pense qu'on a tout à gagner à mettre en avant nos athlètes remarquables et à les aider à se mettre en avant, en fait. Donc, alors aux États-Unis, il y a quelque chose qui a été vraiment très favorable, c'est les aventures de l'équipe nationale américaine. Oui. Donc, qui ont vraiment apporté de la lumière et puis à travers à la fois les performances et les combats. D'abord les performances et puis les combats. Nous, on a un niveau de performance exceptionnel avec l'Olympique Lyonnais. Record de Champions League, record championnat, de coupe, etc. Et on a des athlètes qui sont assez exceptionnels en fait, et qui sont toutes exceptionnelles dans avec leur qualité, leur message, leur personnalité. Et je pense que on doit travailler autour de ça, parce que il y a un autre élément qui est très clair, et toi tu le sais particulièrement, c'est que les fans de sport féminin, ils sont très très bons sur le digital, parce qu'ils sont obligés, puisque comme le sport féminin est assez peu diffusé, les fans de sport féminin, ils ont trouvé des moyens de trouver des infos et puis d'entrer en contact avec leurs équipes et avec leurs sportifs préférés via le digital, les réseaux sociaux. Et du coup, finalement, cette relation particulière que les fans ont avec les équipes, en fait, c'est d'abord des relations entre les fans et les sportives, souvent. Ouais. Donc, on a, à mon avis, tout intérêt à construire autour de ça, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à cette relation entre les fans et les athlètes qui est très forte. Moi, je sais que j'ai lu beaucoup d'études sur le développement, sur la partie social media, marketing du football féminin, et surtout des études américaines. Il y a une étude qui s'appelle The Fan Project. Génial. Et justement sur ce profil des fans de sport féminin. Exactement. C'est une étude qui a été faite, qui fait une 50aine de pages. Ils ont modélisé un modèle de fans dans le sport féminin. Donc, ils ont appelé ça les fluid fans. Et ils expliquent que pour faire évoluer le sport féminin, le football féminin, il faudrait se baser sur un nouveau modèle qui ne serait pas forcément lié à tout ce qui est droit télé, tout ça, mais à ce qu'ils appellent le community-based monetization, et un modèle qui se base sur les fans. En fait, quand on réfléchit, ce qui est hyper intéressant dans le sport féminin, c'est que les fans, comme tu le disais, sont très engagés sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une notion d'identification, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup commenter, partager. Il y a peut-être moins de fans, mais très engagés. Ce que recherchent les marques, quand elles font des partenariats, notamment avec des clubs, avec des créateurs de contenu. Moi, je suis créatrice de contenu et je le vois. Ce qui intéresse, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est l'engagement, c'est le taux d'engagement. Et là, on peut se dire, mais ce modèle, ce profil de fan dans le sport féminin, il a tout intérêt à intéresser les marques, parce que du coup, l'idée, ce serait que le sport féminin mise justement sur ses fans pour développer en fait un modèle où il y a une relation directe entre les fans et les athlètes, mais aussi où on intègre la marque pour créer quelque chose, créer un sentiment d'identification et donc avoir des résultats plus importants. Écoute, moi, l'étude de Sports Innovation Lab, c'est mon étude de référence. Ouais. Je l'ai évidemment partagée avec tout le monde et on était très fiers d'être dans le top 25 des Most Innovative Clubs justement publié par Sports Innovation Lab l'année dernière. Et on l'était, quand on a parlé avec eux, on l'était en grande partie grâce à notre investissement dans le football féminin. Ouais. Donc c'est quand même hyper intéressant de voir la valeur que ça apporte. Et ce que tu disais, je rajouterais le fait que les études montrent que tu sais, on est on est dans l'environnement des entreprises à mission, des entreprises à impact, et on voit que les marques qui sont engagées dans le sport féminin sont vraiment soutenues par les fans. Les fans disent, à produit comparable, etc., j'irai plus vers la marque qui est engagée dans le sport féminin,
que celle qui y est pas, que celle qui l'est dans le sport masculin. Et ça, il y a une autre étude, je crois que ça s'appelle The Space Between, c'est une agence anglaise Oui. qui vraiment démontre ça. C'est très intéressant. Et maintenant, il faut qu'on soit capable d'aller porter le message vers les marques, vers les entreprises, pour leur dire, venez, vous avez tout à gagner. Parce que d'abord, le potentiel de développement est énorme. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans le sport féminin, c'est qu'il y a énormément à faire, quoi. Oui, et on a besoin finalement de rassembler les énergies autour du sport féminin pour le faire grandir. J'avais beaucoup aimé ce qu'avait dit Mitch Purse, qui est une des joueuses américaines et qui était invitée à parler à la Maison Blanche par Biden et qui avait dit on nous a demandé de nous épanouir sans nous donner de nutriments, de soleil et d'eau, et on l'a fait. Imaginez si. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est un peu ça aujourd'hui. On est toujours dans la poule et l'œuf, etc. Mais je crois qu'on est au moment où il faut vraiment y aller. Pour rester sur cette notion de fan, j'ai couvert l'Euro pour l'UEFA, donc j'étais Oui. reporter, je suivais l'équipe de France. Et ce qui était intéressant, c'est que l'UEFA, on était quelques créateurs de contenu à être reporter, m'avait permis de faire des vidéos un peu behind the scene pour, en même temps, sur mes réseaux, vu que j'ai une communauté et que maintenant j'ai un peu plus de 330 000 abonnés sur TikTok, de faire aussi du contenu. Donc je le faisais en plus, et en 3 mois, j'ai fait à peu près... Alors j'avais calculé, en fait, j'ai fait à peu près 70 vidéos en 3 mois, avant, pendant et après la compétition, pour présenter les équipes, pour montrer, tu vois, l'atmosphère autour des matchs, etc. Et ça a généré un peu plus de 9 millions de vues. Et il y a des vidéos où, tu vois, c'est des équipes, des joueuses qui sont pas forcément très connues pour certaines vidéos que j'ai fait, ou alors je montrais l'ambiance. Et en fait, il y avait un engagement qui était incroyable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu laisses découvrir à un public qui ne connaissait pas et que tu te rends compte qu'il s'engage, c'est qu'en fait, que ça intéresse, quoi. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Et ouais. C'est fait. Évidemment, j'ai vu, je sais pas si j'ai vu les 70, mais j'ai vu pas mal de tes vidéos. Et moi, je suis une fan de sport féminin depuis très longtemps. Et en fait, c'est génial de voir ça. En fait, ça te rapproche, tu es dans l'intimité du truc, tu fais partie, tu vois, à travers ces contenus, tu te sens vraiment, tu fais partie du truc. Et donc, moi, je pense que pour les communautés de fans de sport féminin, au-delà du foot, c'est fantastique de pouvoir s'appuyer sur ce type de contenu. On a beaucoup fait ça dans la NWSL l'année dernière. Alors notamment, il y avait eu tout un travail de fait par la Ligue pour le championnat, pour la finale du championnat. Malheureusement, on n'y était pas parce qu'on a perdu en demi, mais bon, je dois quand même reconnaître que la Ligue avait bien bossé pour la finale et ils avaient pris des créateurs de contenu qui ont fait énormément de vidéos et le taux d'engagement était remarquable. C'est remarquable. Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait aussi par rapport aux partenaires, aux fans, quelque chose que j'ai remarqué. Alors, j'ai fait un autre épisode justement sur Angel City, parce que je sais pas si tu te souviens, quand je t'avais rencontré le jour de la finale de l'Euro, j'avais échangé aussi avec Cara Nordman. Bien sûr, mis en contact avec. Du coup, j'ai fait un épisode dédié à la stratégie d'Angel City. Et en fait, je suis allée voir leur site. Je suis évidemment allée voir celui de l'OL Reims. Et il y a quelque chose que je remarque sur les réseaux, sur le site, par rapport à quelque chose qu'on voit moins en France, c'est la mise en avant des supporters et des fans dans la stratégie social media et dans la stratégie marketing. Là, par exemple, j'ai vu que sur le site de l'OL Reims, il y avait un partenariat avec Starbucks qui est appelé The Legend Campaign. Donc en fait, c'est une collaboration entre l'OL Reims et Starbucks pour mettre en avant des femmes au parcours inspirant de la communauté de Seattle et de l'OL Reims. En quoi le modèle français pourrait s'inspirer de ce type d'activation? J'en ai déjà parlé aux équipes et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Faut qu'on trouve le partenaire. Je trouve que c'est une très belle initiative. Le OL Reims fait ça depuis 2016. D'accord. On a honoré tout type de femmes remarquables. Ça allait des personnels de santé après le Covid à des
personnel de l'armée, des sénatrices, des entrepreneurs, des anciennes joueuses. Le panel est varié et c'est montrer que le club fait partie de la ville. On connaît la valeur des uns et des autres aussi et la met en avant. Donc c'est très important. La notion de community aux États-Unis, elle est particulièrement forte. Ouais. Et nous, on a des joueuses qui sont très 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 engagées pour faire des actions dans la community. En particulier notre capitaine Lou Barnes qui porte des messages sur l'environnement, mais pas uniquement. Mais non seulement elle porte des messages, mais en plus elle vient nous voir en disant moi, je connais cette association, hein, il faut bosser avec eux, il faut la soutenir, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Et donc, on est poussé, en fait. On est poussé par nos joueuses. Alors, on a nos propres projets et on essaye de les faire converger pour que l'énergie du club et tout l'impact soit positif et non pas dispersé un peu partout. Ce rayonnement impact, particulièrement important aux États-Unis, je pense qu'il est important aussi en France. Et tu parlais d'Angel City, il y a un club qui s'est construit autour de ça, hein, autour de l'empowerment des femmes, qui a une action dans la community de Los Angeles considérable. Et ils ont un modèle économique qui aussi favorise ça, puisqu'ils ont décidé de consacrer 10% des sponsorships à des projets. Donc la façon dont ça se passe, c'est que les sponsors sont très intéressés par ça, parce qu'ils travaillent avec un club qui est très engagé, et pour leur marque employeur, c'est très positif. Donc en fait, les 10%, ils se rajoutent, ils s'enlèvent pas. Ouais, c'est ça. Parce que ça leur permet aussi de développer j'ai vu sur leur site, des collaborations avec de nouveaux partenaires en fonction du profil du partenaire et de ses objectifs. C'est un nouveau modèle qu'ils ont déployé avec force. Je pense que pour s'imposer à Los Angeles, qui est quand même une très grande ville dans laquelle il y a des très grandes équipes, ils ont choisi le bon chemin. Revenir sur la stratégie de l'OL avec l'OL Reims, qui m'a marqué quand il y a eu l'annonce que l'OL allait racheter le club de Reims aux États-Unis. Je me suis dit, c'est hyper intéressant de voir sur les prochaines années quel impact ça va avoir justement sur l'internationalisation de la marque OL, puisque je sais que l'OL était parti, par exemple, avait créé une équipe e-sport en Asie, si je me trompe pas. Ça fait seulement quelques années, mais comment vous pouvez mesurer l'impact que vous avez vu pour le moment sur le fait d'internationaliser votre marque comme ça avec l'OL Reims? Alors, je sais pas si on a mesuré l'impact. C'est pas évident de mesurer l'impact. En plus, on est OL Reign, donc il y a le OL. Donc c'est plus de la communication et le fait d'utiliser finalement le OL Reign dans notre stratégie globale. Alors moi, mon travail justement, puisque tu me demandais mes missions, c'est de représenter OL Group aux États-Unis et je dirais OL Reign en France. c'est un peu ça mon travail, et avec des missions pour démontrer justement qu'on a vraiment cette présence globale, que c'est une vraie volonté stratégique. Donc il faut mettre en avant. Alors c'est récent comme tu le disais, donc ça a un peu plus de 3 ans, et sur ces 3 ans, tu as 18 mois où on a joué sans spectateurs. Voilà, et on est de retour à Seattle que depuis 1 an. D'accord. 2020, on n'a quasiment pas joué, mais la saison 2021, on jouait à Tacoma, qui est au sud de Seattle, et on jouait dans un stade de baseball. Alors, on a beaucoup de reconnaissance pour Tacoma, qui nous a hébergés pendant 3 saisons là-bas, mais c'était pas idéal. Maintenant, on est à Seattle, on évolue dans le stade qui s'appelle Lumen Field et qui abrite à la fois l'équipe de football américain, les Seahawks, et l'équipe de MLS, les Sounders, qui a aussi abrité la finale de la Ligue des Champions remportée par les Sounders, premier club américain à remporter la Ligue des Champions. D'accord. Donc c'est assez fantastique. Non, je pense qu'on est parti pour déployer le projet. Le démarrage a pris un peu de temps parce que le monde s'est un peu arrêté pendant un certain temps. J'allais voir un petit peu le site et la billetterie. J'ai vu qu'il y avait des collaborations, notamment sur la partie billetterie, avec le club masculin, le Sounders FC. Ça prend quoi comme forme, en fait, cette collaboration, ces échanges? Les équipes américaines ont l'habitude de se soutenir, donc dès qu'il y a un événement, les autres retweetent, etc. Avec les Sounders, on fait un truc un peu particulier, c'est qu'on a fait un premier doubleheader 2021. Donc on avait joué un match à Lumen Field contre Portland, qu'on avait gagné, et Sounders jouait Portland quelques heures plus tard. Il y avait 27 402, je crois, spectateurs qui étaient venus. C'est précis.
Je crois que c'était ça. C'est peut-être 412, mais bon, tu m'en voudras pas. C'est pas grave. Et donc, on avait établi à ce moment-là le record de la NWSL. D'accord. Donc, c'était super parce que finalement, on jouait avant les Sounders. Donc, on se disait, bon, qui va venir en fait? C'était un Ouais. billet pour les 2 matchs et il y avait plus de 27 000 personnes qui étaient venues. Donc, c'était super. C'était le record à l'époque. San Diego l'a battu l'année dernière. Mais voilà, donc on recommence ça cette année. On fait un nouveau double header, je crois qu'on le fait le 3 juin si je me trompe pas. Et ce sont plutôt des événements particuliers plutôt qu'une collaboration toute l'année. D'accord, ok. Parce que chacun a ses propres objectifs, ses propres fans, et donc c'est pas si simple en fait. Ouais. Ces événements sont pas si simples à organiser. On a des contraintes télé, on n'a pas les mêmes diffuseurs, on n'a pas les mêmes contraintes ou opportunités. Donc on le fait quand c'est possible et les Sanders sont des très bons partenaires pour ça. Ce que je trouve intéressant et enfin moi ce qui m'a marqué, enfin pour suivre un peu le monde du sport business depuis 2016 où j'avais lancé un premier compte de veille sur le marketing du sport sur Twitter avant Champion du Digital. En fait, ce qui m'avait hyper intéressé avec l'OL, c'est que je trouve tu vois cette stratégie qu'ont eu les clubs Ligue 1 après l'Euro 2016 de se dire on veut décorréler notre stratégie sportive de notre stratégie business et essayer de fonder notre stratégie business pas uniquement sur l'aspect sportif. Et on le voit avec tout ce qu'a mis en place l'OL en termes de fan expérience, tous les développements stratégiques qui va au-delà du sport, ou alors le développement avec l'ASVEL, etc. Ça, c'est le modèle de développement de l'OL et la propriété des infrastructures est clé, est la clé en fait de ça. Et l'Arena va venir compléter le dispositif. Elle sera prête en temps et en heure à la fin de l'année et ça va être fantastique. Et ce que je remarque, qui pour moi est très intéressant comme modèle, c'est que on a l'impression que l'équipe féminine, elle est dans la stratégie globale. C'est pas une stratégie à part, mais c'est plus une stratégie qui s'insère dans la stratégie globale du club et qui va pas être une stratégie à part. Et c'est peut-être aussi ça qui fait la force du développement de l'équipe féminine. Je pense que depuis le départ, Jean-Michel Aulas a mené le projet foot féminin comme il a mené les autres projets. Ouais. C'est-à-dire une ambition, des moyens, une stratégie et une vision, dans l'ordre inverse de ce que j'ai dit peut-être. Commençons par la vision. Mais c'est ça, c'est voir à long terme et surtout croire dans le potentiel et faire tout ce qu'il faut pour l'exprimer. Ce qu'on voit dans l'évolution de la valorisation des franchises aux États-Unis, c'est quand même hyper intéressant puisque, enfin, les éléments sont publics, donc je peux les dire. Hein. Nous, on a acheté le club pour 3,5 millions. 2 ans après, il y a une autre franchise qui s'est vendue pour 35 millions de dollars. Et donc, quand je commençais par le côté visionnaire de Jean-Michel, c'est vraiment ça. C'est dire fin 2018, début 2019, avant la Coupe du Monde, avant que le monde entier soit excité par cette Coupe du Monde fantastique, c'est dire allez, c'est maintenant qu'on y va. C'est pas un an après quand tout le monde est là à dire ouais, c'est ça. Avant, c'est je sais avant, il faut y aller et c'est maintenant qu'il faut faire l'investissement. Donc, puis même au-delà de la stratégie que compris à certains moments des clubs ou des marques en se disant on va investir dans le sport féminin parce que c'est bien pour l'image. Moi, tu vois, j'avais fait mon mémoire sur, alors à l'époque que j'étais étudiante, c'était il y a 10 ans, en 2012-2013, sur comment utiliser le digital pour développer le football féminin et pourquoi justement investir dans le football féminin d'un point de vue stratégique. Et en fait, ce que je me disais, c'est, en fait, il y a un marché, il y a un public. Pourquoi en fait on n'investit pas, pourquoi on met pas en place des stratégies marketing comme on le ferait pour les équipes masculines, pour d'autres sports, pour d'autres projets. Et tu vois, j'avais vu une image qui m'a marqué une fois sur Twitter, c'était une piste d'athlétisme. Et en fait, la personne, elle disait, en gros, le sport masculin, il est à ce niveau, là, il est au niveau du départ, et le sport féminin, il est 150 mètres derrière, en fait. Et c'est juste ça, c'est pas, l'idée, c'est pas de comparer, mais se dire, on investit, parce que si on veut des résultats, il faut investir, et il faut investir sur le long terme aussi. Bah écoute, toi, tu l'as compris depuis longtemps.
Et c'est pas pour rien qu'on a eu quelques discussions avec toi il y a quelques temps. Tu poursuis ton chemin pour faire tout ce que tu peux pour mettre en avant le sport féminin. Nous, on le fait aussi parce qu'on y croit à fond et on y croit autant que toi. Voilà. Toi, tu investis ton temps et tu crées des contenus et ça nous aide tous beaucoup. Et ben nous, on investit dans la construction des équipes et on y croit et on est heureux d'avoir des partenaires qui nous accompagnent, que ce soit Mastercard, Starbucks, aussi Vika, Ideal Fagor, enfin je vais pas tous les citer, mais Boeing aussi aux États-Unis. Il y a un potentiel, il faut qu'on continue. Ça passe encore par de l'investissement, mais il faut vraiment considérer que c'est de l'investissement et pas des dépenses perdues. C'est ça. Et pour terminer là-dessus, ce que j'ai remarqué aussi depuis la Coupe du Monde féminine, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui venaient sur le sport féminin pour investir dans le football féminin ou dans des compétitions en se disant c'est une question d'image. Et en fait, maintenant, il y a de plus en plus de marques qui vont parce qu'ils se disent qu'ils ont d'autres objectifs, que ce soit du recrutement, que ce soit de l'internationalisation de marques, d'autres sujets. Et c'est ça qui est intéressant, qui montre en fait la valeur aussi du potentiel. Oui, je crois que les marques ont franchi le cap de se dire que c'était que de la RSE. C'est bien au-delà de ça. Le ROI potentiel pour les marques est important. Il est important parce que c'est ce que tu disais au départ avec les fluides fans, c'est que les fluides fans, ils sont engagés et que du coup des fans engagés qui voient des marques engagées, généralement ça fait un double engagement qui est très bénéficiaire pour les marques. Absolument. Et le sport féminin, c'est le média idéal pour ça. Une dernière question. Si tu devais choisir une tendance ou quelque chose pour toi qui va permettre de faire évoluer encore le sport féminin dans les 2 prochaines années, tu miserais sur quoi? Elle est difficile, ta question. Je crois qu'il faut faire des choix d'investissement sur les infrastructures. Je crois qu'il faut se mettre dans les conditions de proposer des événements qui soient dans les meilleures infrastructures. Alors, je sais pas très bien comment on y arrive. Tout le monde ne peut pas construire un stade comme à Kansas City. C'est quand même un indicateur très, très, très fort de voir qu'il y a au moins une équipe aux États-Unis qui a décidé d'investir 120 ou 130 millions pour construire un stade pour son équipe. Je crois que ça va passer par ça. Enfin, améliorer le cadre dans lequel les sportives exercent leur talent et dans lesquels on accueille les supporters et les médias, qui soient digitaux, linéaires ou autres. Mais il faut que l'écrin soit à la mesure des talents. Ouais. Et je pense que c'est ça qui favorisera ensemble. Je ne sais pas si c'est la tendance, mais en tout cas, c'est ce que je souhaiterais. Super, tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu verrais quelqu'un qui serait intéressant à interviewer justement sur ce sujet du sport féminin, du marketing, du sport business? Je vois des tas de gens aux États-Unis que je côtoie tout le temps. Et en France, ce qui serait hyper intéressant, d'interroger des directeurs ou directrices marketing de grandes marques. Ouais. C'est hyper intéressant. Mais en tout cas, je peux te dire que si tu faisais ça, ça m'intéresserait vachement d'écouter ton podcast. D'accord, ok. Que j'écouterais de toute façon, mais voilà, il y aura un petit truc en plus. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Sophie. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te contacter si quelqu'un veut échanger avec toi sur ce sujet? Écoute, LinkedIn, c'est bien. Je mettrai le lien vers ton profil dans les ressources de l'épisode. Ça marche. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte @champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interviews ou de sujets pour les prochains épisodes.